nous sommes évidents, nous intervenons sur plusieurs secteurs. Nous avons été stressés, entre guillemets, quand on intervenait pour des traders dans une banque. Essayant de dire qu'un trader, s'il s'arrête quelques minutes, ça va être catastrophique. Enfin, comme quoi, des fois aussi, s'il s'arrêtait un petit peu, peut-être que ce serait un peu bénéfique. Mais donc, nous avons été stressés quand on servait des accès dans un magasin. On m'a dit, vous vous rendez compte, veille de Noël, un samedi, qu'est-ce qui peut se passer si l'accès n'est plus là? Mais qu'est-ce que ça peut être face à avoir des accès dans un hôpital? Je vous assure que personnellement, je veille à ce qu'on soit parfait parce que c'est stressant n'est pas le terme. Je crois que là, on parle de vie. Alors, on parle de la protection de données dans mes échanges avec tout à l'heure. Hein. On disait, mais on parle de la protection des données, mais est-ce qu'on ne protège pas avant tout le patient? C'est-à-dire, c'est peut-être, on est focalisé, on parle du décret de confidentialité, on parle de protéger la donnée du dossier du patient. Certes, c'est un driver. Je crois que dans un hôpital, l'urgence est tout autre et qu'on l'a compris que le médecin ou l'infirmière ou le corps médical, quand il doit intervenir sans blocage. Il doit intervenir dans un contexte où notre devise prend tout son sens, c'est-à-dire sécurité, agilité. C'est pas, on combine les deux. On ne va pas faire de la sécurité pour bloquer l'usage. Donc ça, c'était juste une réflexion pour démarrer. Ma question qui va être à tour de rôle, alors chacun pourra y répondre. Donc après, quand arrive au dernier, il n'aura plus grand-chose à dire. et donc, on rechangera l'ordre de la question. La question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui, dans un hôpital aujourd'hui, a été le driver pour lancer un projet d'IAM? La réglementation ou autre chose, parce que je reviendrai là-dessus. Alors, à qui je vais choisir? Claude Salomon, puisque je l'ai présenté en dernier. Comment dirais-je, bon, tu l'as dit, je pense qu'il y a la pression réglementaire qui a fait qu'on s'est lancé dans ce projet. Maintenant, je pense que les gens qui ont un souci de renforcer leur sécurité vont naturellement, je pense, s'orienter vers ce type de projet. Maintenant, une organisation comme un hôpital, c'est complexe. On l'a vu, on en parlera, il y a une complexité des rôles. Il y a une finesse dans l'attribution des habilitations. Et puis sur l'intégration technique, il y a quand même pas mal de limites dans les outils qu'on peut posséder ou qu'on peut implémenter. Mais pour toi, la réglementation a été, quand le PSM a lancé un projet d'IAM, ça a été de dire, parce qu'on est obligé, parce qu'il y a la réglementation, il faut qu'on le fasse, ou est-ce que déjà il y avait des process internes qui le poussaient? Parce qu'on avait élaboré, initié une démarche d'une politique de sécurité de système d'information et que dans le plan d'action, il y avait un projet autour donc, de la gestion des identités et des accès. Donc le décret de confidentialité n'a fait que renforcer, en fin de compte, cette mise en conformité. Voilà, c'est un petit peu, c'est-à-dire que la réglementation vient accompagner une démarche naturellement présente dans les organismes. Est-ce que c'est la vision de Luc sur le sujet? En tout cas, ce n'est pas l'expérience qu'on en a. Dans notre région, donc sur les 25 établissements, c'est parti du décret confidentialité et de la proposition qu'on a fait à un certain nombre d'établissements d'aller ensemble sur ce projet. Donc je pense que c'est vraiment la phase réglementaire qui a été le déclencheur. D'ailleurs, on voit bien que la phase réglementaire, c'est un peu apaisé. Le décret confidentialité, on n'en parle plus trop depuis quelques années. Et on voit bien que dans les établissements, on se pose la question et que le projet prend un peu de retard, en partie à cause de ça, pas seulement, mais en partie. Et je pense qu'avec les nouvelles circulaires, les nouvelles rappels à l'ordre sur la sécurité dans la HAS, dans le plan numérique, dans la certification des comptes et puis dans les autres qui vont arriver. Je pense que ça va redonner un peu de tonus aux directeurs d'établissement, parce que c'est vraiment eux qui sont à l'origine du projet. Si eux ne sont pas partants, ça ne partira pas. Et je pense que ça va relancer les projets de sécurité. Je pense qu'on retrouve un petit peu ça dans tous les secteurs. Donc dans un hôpital, oui, j'étais étonné de dire que cette transparence des comptes, etc., va en premier valider la sécurité d'accès à l'information et aussi à cela. Cédric, il va être du même avis. La réglementation et le sponsoring
Alors, en fait, depuis aujourd'hui, le décret confidentialité, on peut considérer qu'il est obsolète. C'est pas pour autant qu'à Nantes, on a arrêté le projet, puisqu'on a tous fait en interne la même analyse, à savoir que le bénéfice d'un projet IAM, c'est d'abord de détricoter tous les process de gestion des identités dans un hôpital qui sont dans un état d'inorganisation, pour ne pas employer d'autres mots, extrême. Entre les gens qui ne sont pas connus des RH, qui viennent travailler à l'hôpital, entre le cas qui était cité tout à l'heure des internes ou des externes qui se passent leur garde les uns les autres. Et il y a des cas absolument incroyables que l'on découvre quasiment toutes les semaines. Donc déjà, la première motivation qui est restée à Nantes, c'était de poursuivre jusqu'au bout ce détricotage de la gestion des identités. La deuxième motivation, et à mon avis on ne le dit pas assez, c'est qu'on ne peut plus supporter d'avoir autant de login password qu'on a d'applications à l'hôpital. Si on fait une simple division du nombre d'applications par le nombre d'agents, on doit tous connaître entre 6 et 12 mots de passe. Donc c'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc c'est la deuxième grande motivation d'un projet IAM. Il faut savoir qu'un projet IAM, on a mené une étude de risque justement avec Denis là, qui est dans la salle à Nantes sur qu'est-ce qui était critique dans un projet IAM. Il faut savoir qu'une brique IAM n'est pas plus critique aujourd'hui que l'Active Directory. Alors, on a poussé l'analyse assez loin. Aujourd'hui, si nos Active Directory s'arrêtent dans nos établissements, qu'on soit dans un hôpital ou dans n'importe quelle entreprise privée, il faut savoir que les gens ne peuvent plus s'authentifier. La brique IAM ne rajoute pas de risque par rapport à ça. Il y a des systèmes de cache locaux qui existent, donc on n'augmente pas le niveau de risque de non-accès au système d'information en rajoutant une brique IAM. Donc ça, il faut quand même apaiser les choses. Ce n'est pas un facteur de risque supplémentaire. Par contre, c'est sûr que ça va permettre de détricoter les process RH qui sont dans un état déplorable dans les hôpitaux, et en particulier dans les CHU. Dans les petits hôpitaux, ça va être un petit peu mieux, mais dans les CHU, c'est une catastrophe. Et surtout, le bénéfice utilisateur d'avoir une carte unique multiservice et de ne plus avoir 12 mots de passe à retenir. Rien que ces deux arguments-là, à mon avis, justifient largement le projet IAM. C'est clair, et c'est vrai que ça, on le trouve au niveau mondial. C'est-à-dire la première chose qu'on voit qui est point commun, parce que je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des pays, on trouve une application de l'IAM un peu différente, en fonction des habitudes, des cultures, des réglementations. Mais il y a une constante et un point très commun, c'est le fait d'authentifier et de faire en sorte que le médecin il a autre chose qu'à rentrer un mot de passe. C'est clair, c'est évident. Alors peut-être que Dominique pourrait nous dire quel est son ressenti aussi. C'est vrai qu'elle intervient après, une fois que c'est décidé. Mais est-ce que tu sens encore les drivers quand tu arrives à analyser après l'approche ? C'est décidé, mais c'est pas fait. Donc tout le travail est là justement d'arriver, ce que je disais tout à l'heure, sur la gestion des identités, pour moi c'est fondamental, c'est d'arriver à convaincre les équipes RH, affaires médicales, que c'est de leur responsabilité, de leur rôle, et que je rejoins là-dessus tout à fait Cédric, c'est vraiment les processus les plus importants. Et souvent quand j'arrive, on parle de projet carte. Donc c'est vu comme un projet, en gros, il n'y a rien à faire, les gens ils vont arriver, on va leur donner une carte. Je dis, mais est-ce que vous les connaissez, les non-salariés ? Ah non. Et là, on commence à détricoter, comme disait Cédric. Mais c'est vu comme un projet carte. Et c'est là, il faut changer l'image, en fait. Mais c'est une des choses qu'on constate quand on parle d'IAM. Chacun interprète l'IAM un petit peu de la manière dont il voit une fonctionnalité. Donc c'est vrai que pour beaucoup, ça peut être la carte. On était depuis quelques années en Angleterre. Pour eux, IAM, c'est gestion d'authentification et d'accès. La partie gestion d'identité et des annuaires, c'est le back-office. Ils ne le voyaient pas encore comme étant un don de l'IAM. Alors je sais qu'on ne veut pas être tous d'accord là-dessus, parce que l'IAM, c'est beaucoup de fonctionnalités. C'est vrai que la pression est sur la partie visible. La question sur laquelle je vais essayer de nous orienter, c'est finalement quelles sont les fonctions prioritaires dans un environnement hospitalier. Donc on va essayer de ne pas dire la même chose sur la partie accès ou identité, mais il y a certainement des choses qui sont attendues plus que d'autres. Comment je vais changer l'ordre ? Alors c'est vrai que je ne suis pas un grand expert du débat, hein, Stéphanie. Tu m'as mis dans une situation, mais là voilà, merci Stéphanie, ça serait à Luc de... Non mais bon, apparemment vous avez discuté ensemble avant. Qu'est-ce qu'il y a de prioritaire ? Ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés, je pense. Dans les
projet qu'on mène au Nord-Pas-de-Calais, le premier objectif était lié à une problématique de sécurité des accès, de traçabilité. Donc de savoir qui a accédé à quoi, quand, etc. Donc ça, c'était notre premier objectif. Donc c'est sûr que si on a cet objectif-là, le plus important, c'est comment est-ce qu'on garantit la chaîne de sécurité depuis la prise en compte de l'identité jusqu'à l'accès aux applications. Donc, et on est sur les processus. Même s'il y a de la techno derrière, on est essentiellement sur les processus. Si l'objectif de l'établissement, alors ça c'est l'objectif général qu'on avait, chaque établissement peut avoir aussi un objectif plus particulier. Son objectif, c'est un établissement, son objectif c'était de mettre des cartes, déjà pour faire tous les contrôles d'accès, parking, self, etc. Il a mis en place sa carte pour faire ça. Et après, il va mettre en place l'accès au système d'information. Il peut y en avoir d'autres où c'est gérer les mots de passe. Il y en a d'autres qui sont peut-être déjà plus avancés sur les problématiques de gestion de personnes et d'annuaires et qui veulent mettre en place un annuaire et fiabilité de données. Donc j'ai l'impression que les besoins prioritaires dépendent de l'objectif de l'établissement. Cédric, puisque tu as sauté sur le micro. Alors à Nantes, en plus de tout ce que vient de dire Luc, un objectif majeur était de faire en sorte qu'un individu qui arrive à l'hôpital, qui recrute à l'hôpital, n'attende pas sa boîte aux lettres, son compte Active Directory et ses habilitations d'accès applicatif pendant entre 3 semaines et 6 semaines comme c'était le cas avant. L'objectif, c'était qu'il se présente à un point qu'on appelle un point de gestion des accès professionnels, qui lui donne d'un coup la carte qui permet de tout faire, c'est-à-dire le self, les parkings, les locaux, le système d'information, et qu'il reparte au bout de quelques minutes avec, en gros, la boîte aux lettres créée, le compte Active Directory créé et les principaux comptes des principales applications métiers créées et qui puissent travailler quasiment dans l'après-midi ou voire le lendemain au plus tard. Et pas d'aller prendre le compte du senior médecin parce que l'informatique n'a pas eu le temps de créer le compte du nouveau junior qui est arrivé, qui a été recruté à l'hôpital, ou ce genre de choses. Donc en plus des objectifs qu'a décrit Luc, il y a le fait de pouvoir accélérer très fortement l'attribution de tout ce qui permet aux salariés de l'hôpital de travailler au quotidien. Alors je vais compléter. Alors l'objectif pour le PSM, c'était déjà de faire fi en fin de compte du côté du média, c'est-à-dire de s'orienter sur le média CPS et du coup de plutôt s'intéresser donc au process résultant, c'est-à-dire gestion des identités et gestion des droits d'accès. Donc fort de ça, on s'est réorienté effectivement pour donner une réactivité dans tout ce qui était je dirais mise en œuvre des droits d'accès. On n'a pas voulu se perdre dans la problématique de la carte, c'est-à-dire dans l'usage de la carte. C'est un sujet intéressant, mais on a voulu faire un focus sur le droit d'accès au poste de travail et donc des workflows accompagnant, des workflows de gestion d'identité accompagnant donc ce droit d'accès donc au poste de travail. Bien. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Si, très 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 clair. Et d'ailleurs, qui me permet de redemander, est-ce que quand Evidian dit l'approche démarrée par les accès, parce qu'on rend le service vite disponible, peut toujours fonctionner, ou voilà, est-ce qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne approche? Mais c'est pas grave, vous pouvez effectivement dire dire votre avis clairement. On peut se faire qu'on démarre par les accès parce que tout simplement le service il est là, la carte est visible, on obtient l'adhésion des utilisateurs. Il nous semble que c'est la bonne approche, pas uniquement d'ailleurs sur le secteur hospitalier, puisque dans d'autres secteurs, c'est ce que nous recommandons. Alors est-ce que dans l'hôpital de surcroît et de ce que vous avez vu, c'est quelque chose qui pourrait convenir? Voilà. Pour répondre autrement que tout à l'heure, la mise en place du contrôle d'accès avec ou sans carte, et même éventuellement sans carte, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est celle qui plaît aux utilisateurs. Donc c'est peut-être un élément, un moyen facile de rentrer le projet au sein de l'établissement. Ça n'empêche que, comme je disais, selon les objectifs qu'on a, mettre que ça en place, faire attention, ça peut être extrêmement réducteur, vu comme la solution techno qui facilite les choses, mais derrière, à ne pas résoudre les objectifs, notamment sur les objectifs de sécurité et de traçabilité, absolument pas les résoudre. Donc c'est une approche qui peut être une approche
si on a une approche par palier, qui est peut-être la première marche, il faut faire attention de continuer à faire les autres. Et quelles sont les difficultés pour cette étape-là si on parle tout de suite de la carte multiservice, parce que là où on y trouve un intérêt dans cette fonction, c'est si la carte, elle sert, on n'arrête pas de le dire, à la cantine, à l'accès, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté qui a été facile à mettre en œuvre, parce que c'est toujours aussi une problématique pas évidente. Cédric ? Non, c'est loin d'être aussi simple que ça. J'en vois un qui rigole au bout de la pièce là-bas. Quand vous choisissez, quand vous choisissez une carte 7 octets, que vous apercevez que vos lecteurs de badge sont des lecteurs, vos 300 lecteurs ou 350 lecteurs de badge dans l'hôpital sont des lecteurs qui ne savent lire que les cartes 4 octets, eh bien vous avez gagné le pompon, c'est-à-dire qu'il va vous falloir remettre à jour environ entre 300 et 400 lecteurs dans l'hôpital, ce qui représente un coût de entre 100 000 et 500 000 euros en fonction de la techno de différents paramètres. Voilà. Donc non, c'est pas simple du tout. Par contre, on peut voir le côté positif des choses. On peut se dire que si ces lecteurs de badge ne savaient lire que des 4 octets qui ne sont plus produites et dont la fin de vie technique est annoncée depuis des années par les constructeurs de cartes et les constructeurs de lecteurs de badge, ça veut dire que de toute manière, il aurait fallu le faire. Donc on peut considérer que le projet IAM est un alibi à la remise au carré du système d'accès de contrôle, d'accès locaux. Alors le projet d'IAM, il commence par plein de gens qui sont pleins de bonne volonté, et au fur et à mesure que le temps avance, on s'aperçoit qu'on traîne une batterie de cuisine qui fait un bruit de plus en plus assourdissant parce qu'il y a de plus en plus de casseroles attachées à votre dos. Voilà. Donc ça, c'est le côté négatif de la chose. Il faut savoir qu'on peut faire un projet IAM et pendant des années, ou des mois, ça dépend de la taille de l'établissement, ne s'occuper que des process de back-office sans que les utilisateurs voient arriver la moindre carte ou la moindre fonction de SSO, ce qui est extrêmement utile parce que ça contribue à la remise à plat des process d'accès, des process RH internes. Effectivement, c'est un petit peu compliqué à vendre à une direction générale puisqu'il y a un coût qui peut se chiffrer quelquefois en centaines de milliers d'euros sans qu'il y ait de bénéfices directs utilisateurs. Mais ça fait partie des choses qu'il faudra faire. Donc il y a N façons d'aborder le projet et je pense que ça dépend de facteurs qui sont essentiellement d'ordre politique, taille de l'établissement, la présence d'un U ou de pas un U dans l'établissement. Si on est un établissement universitaire, on n'a pas du tout la même nature de problème que si on est un établissement non universitaire. Là, le facteur multisite joue particulièrement. Le fait de savoir si on est un établissement en médecine chirurgie obstétrique, donc MCO, ou en psychiatrie ou HAD, c'est encore un autre paramètre. Donc il y a N paramètres qui interviennent dans l'équation. Je suis désolé, la réponse n'est pas simple. On s'y attendait pas. Le désavantage en fin de compte d'une carte mono-usage, comme c'est le cas à l'EPSM, c'est qu'elle présente moins d'intérêt. C'est-à-dire pour la population, c'est une carte qui forcément va entraîner des risques de perte. Donc Dominique l'a bien défini, les populations à risque ont plutôt tendance à perdre cette carte-là. Je parle des populations à risque, c'est-à-dire des gens dont la contribution au système d'information est relativement faible. Ce sont des gens pour lesquels on va devoir faire ce qu'on appelle des fiches d'événements indésirables, c'est-à-dire des procédures de déclaration de perte. Donc je pense qu'il va falloir rapidement retrouver un deuxième usage, c'est le but du jeu, pour justement redonner un intérêt. Alors ça a un effet aussi bénéfique, c'est-à-dire que vous vous concentrez uniquement sur des populations qui jouent le jeu, donc votre projet il est un petit peu boosté. C'est-à-dire que vous vous concentrez uniquement sur des populations soignantes ou des populations médecins, et sans être péjoratif, vous laissez tomber les populations plutôt d'aides-soignants, pas aides-soignants contribuent quand même aux soins, mais ce qu'on appelle d'agents hospitaliers, qui, bon an, mal an, à part commander, je dirais, des biens économiques, n'ont pas une forte contribution donc, au SIH médical. Dominique, je vais pas négliger la question carte ou pas carte, CPS, pas CPS, mais mais je pense qu'un débat est ouvert déjà. Quelle est ta visibilité là quand tu es avec les groupes utilisateurs? Est-ce que c'est pas quelque chose qui leur permet de s'approprier le projet en ayant la carte? Alors, dans les établissements, il y a beaucoup plus d'établissements, Luc, tu me corriges si je me trompe, mais de mémoire, il y a beaucoup plus d'établissements qui ont choisi la carte d'établissement. Plutôt que la carte de la ZIP Santé, oui, tout à fait.
Même si, pourtant, économiquement, ça pourrait être plus avantageux, vu qu'apparemment, on peut l'avoir. Le seul Mais bon, CHU qui a fait le choix d'une carte CPS versus carte d'établissement, c'est le CHU d'Angers, qui en fait est longtemps, parti il y a plus. très très longtemps. À l'époque, les technos de carte d'établissement n'étaient pas forcément rappelle sur bien. le marché. C'est ma question pour Dominique. Voilà. hein. Donc là, aujourd'hui, tous les gros établissements ont fait le choix d'une carte d'établissement aujourd'hui. Oui, mais bon, Même les petits, à la hein, décharge sont du sur- CHU d'Angers, que je pense que je n'ai pas représenté, c'était quand même, parce qu'il est parti il y avait que ça à bientôt, l'époque aussi. bientôt, et qu'il y avait que ça, et que 90. effectivement, non ce qu'on attend d'une, 1900. voilà, tout à fait. Mais peut-être que Non. le fait aussi d'avoir une carte qui dépasse le cadre de l'établissement permettrait les échanges aussi entre établissements, parce que le cas d'usage qui était cité où on parlait d'un médecin qui venait d'un autre établissement, hein, je vois Luc sourire parce qu'il pense à quelque chose de particulier, pourrait peut-être simplifier, faciliter, parce que on a ce qu'on a d'ailleurs chez les Anglais, hein, avec la carte NHS, avec des identités centralisées inter-établissements permettant justement les échanges. Ça s'appelle un commentaire à Cédric, il a envie. Enfin, on n'en est pas encore là. Là, ça nécessite de mettre en place des systèmes de C'est le rôle de la ZIP. de qui? Non, je blague. Non, ça nécessiterait des systèmes de fédération d'identité. On n'est pas du tout mûr, selon moi, sur ce sujet dans le monde de la santé. On n'en est même pas à avoir des systèmes dans nos propres établissements. Donc avant de partir sur ce type de solution, on en est très très loin, pour moi. Pour aller un petit peu contre ce que tu viens de dire, parce qu'on est en train de le vivre dans la région de Nord-Pas-de-Calais, et on a des demandes d'établissements qui sont proches et qui partagent du corps médical, voire des infirmières, voire des techniciens, de pouvoir utiliser la carte qui est générée dans un établissement, dans un autre établissement. Puisque de plus en plus, on monte des CHT, on monte des GSS, etc. Et c'est un vrai problème, un vrai besoin, je vais dire. La solution de la carte ASIP, donc la carte CPS, pose un problème aux établissements. Donc tous les établissements de la région quasiment ont choisi de mettre en place la carte d'établissement parce qu'au moins ils la maîtrisent, ils savent ce qu'ils mettent dedans, ils mettent leurs photos, etc. Et surtout, ils sont capables de gérer tous les appels utilisateurs quand la carte ne marche plus, quand il faut régénérer les codes, etc. Et leur problème avec la carte CPS, utilisée par les médecins, par exemple, c'est qu'une carte qui est utilisée par un médecin hospitalier dans l'établissement, si elle pose un problème de code PIN ou autre, ils vont appeler le centre d'appel de l'établissement, pas la ZIP Santé. Et le centre d'appel de l'établissement, il ne peut rien faire. Il n'a pas les codes, il n'a pas le code PUC, il ne peut rien faire. Ça, c'est pas dans les process. Hein. Et c'est pas dans les process. Et ça leur C'est ce pose que un je leur vrai dis. problème. Et dont on en a reparlé il n'y a pas longtemps dans nos réunions. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, les établissements ne veulent pas gérer les cartes de la ZIP. Tu confirmes, Arnaud? Sans tenir compte du fait que les cartes CPSV3 sont des cartes à 4 octets. C'est un détail. Technique, mais qui peut compter pour un... ouais. Elles sont obsolètes. C'est vrai que le cycle des vies des cartes CPS, donc là vous avez votre autorité de certification qui est la ZIP, dans toute sa gestion de commandes, dans toute sa gestion est quand même compliquée. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur. Et en plus en interne, vous êtes obligé de gérer une espèce de gestion, je dirais, interne, de distribution, de réception, de commandes, qui, bon an, mal an, revient à la DRH avec pas toute l'agilité qu'on devrait mettre sur ce type de process, quoi. Donc, ce qui pouvait sembler intéressant au départ, facilitateur, de dire on n'a qu'une seule autorité de certification, on n'a qu'une carte, etc., peut aussi avoir des effets pervers. Parce que vous avez une partie donc, des opérations du process que vous ne maîtrisez pas, ou très mal. Là, je vous dis, on est passé de la CPS de terre à la CPS 3, toutes les cartes ont été réenrôlées. Donc on s'est trouvé en 2 mois à réenrôler 500 cartes, parce que les codes porteurs avaient changé. Et ça, vous l'apprenez gentiment au détour d'une conversation. Donc attention. On espérait aussi que les fameux annuaires soient peuplés sur les populations à ordre. Nous, on a une population infirmière relativement importante. Donc aujourd'hui, la distribution se fait en face à face dans l'établissement. Donc prudence sur ce process-là.
Je ne dis pas que c'est plus simple peut-être avec une carte d'établissement, il y a d'autres, on voit bien, il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres travers, il y a d'autres inconvénients. Voilà ce que je peux vous dire, moi, sur la carte ASIP. Bon, sinon, au quotidien, ça fonctionne. Mais... En complément, donc sur la carte CPS également, dans les établissements qui ont des médecins libéraux qui viennent travailler dans l'établissement, qui ne sont pas salariés de l'établissement, souvent j'entends dire ils ne souhaitent pas amener leur carte qu'ils ont dans leur cabinet, pour des raisons, j'ai peur de la perdre dans l'établissement. Donc c'est pas évident pour l'établissement de leur dire écoutez, vous avez déjà une carte, utilisez-la. Il y a encore des réticences à venir à prendre sa carte et à venir travailler avec dans l'établissement, alors que la solution permet de l'enrôler, etc. Donc ça, on a beaucoup de réticences de ce côté-là aussi. C'est la preuve encore que c'est des questions de process. C'est-à-dire que c'est parce des habitudes de process, des comportements. Elle permet de lire la carte vitale et elle est verrouillée dans le lecteur. Elle est restée dans le lecteur. Voilà. Parce que sa secrétaire en a besoin. Voilà. Ouais, et c'est pas qu'il peut en demander une pour sa secrétaire. Mais bon. Mais on se fait prendre les pieds dans le tapis pour des petites choses d'habitude comme ça quand on s'attaque à un projet d'IAM. Alors du coup, la réponse, nous, en tant qu'aujourd'hui, je me place du côté du fournisseur, c'est vrai que pour le secteur de la santé, on peut arriver avec des solutions standards, génériques, même si notre écoute pour adresser le secteur hospitalier, comme je l'ai dit, s'adapte, parce qu'il y a des particularités. Le choix d'une carte établissement est un choix, je dirais, qui pourrait être dans n'importe quel autre secteur. La carte qui est utilisée comme carte d'établissement peut être utilisée dans une banque, peut être utilisée dans un grand magasin, etc. Mais conscient qu'il y a des particularités. Si on essaie de faire ce tour, bon, je sais que Dominique, tu as commencé par présenter toute la particularité des process, de leur complexité. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Et du point de vue de chacun de vous, quelles sont ces particularités? Alors là, c'est Cédric. Quelles sont les particularités de l'environnement hospitalier? Ou en tout cas que vous avez senti, je vais te faciliter la question, quand on met en place une solution d'IAM, on est forcément dans une solution au départ technique, donc qui est adaptée à n'importe quel secteur. En essayant de l'utiliser, quels ont été le sentiment qu'il y a des particularités quand même du domaine hospitalier? La diversité des types de personnel qui ne sont pas connus de la direction des ressources humaines et qui pourtant ont des relations contractuelles avec l'établissement. Il y a 12 000 agents à l'hôpital et pourtant on va fabriquer 17 000 cartes. Ce qui veut dire qu'il y a 5 000 cartes qui vont être fabriquées et qui vont être attribuées alors, à des gens qui ne sont pas connus de la direction des ressources humaines ou quelquefois à des objets. Par exemple, on a découvert il y a 15 jours que toute entité qui allait consommer un des 4 services que sont les parkings, les locaux, le self ou le SIH devrait se voir attribuer une carte, ce qui est logique. Eh bien, on n'avait pas vu venir le fait qu'il allait falloir rentrer dans notre méta-annuaire des ambulances, puisque nous avons des contrats avec des sociétés d'ambulances et que ces ambulances rentrent sur les parkings du CHU. On va donc devoir rentrer dans le méta-annuaire des ambulances. On héberge, sur le campus du CHU, on héberge une entité juridique qui n'a rien à voir avec le CHU, mais qui se trouve être sur notre campus, qui est une entité qui gère de la dialyse. Cette entité, elle a la particularité d'avoir des patients qui sont des dialysés chroniques et qui donc, alors ils ne sont pas beaucoup, ils sont une petite cinquantaine, et qui arrivent directement dans cette entité, sans en gros passer par l'accueil, ils montent directement à l'étage de la dialyse, et donc ils viennent directement se garer au parking. Il va donc falloir attribuer à des patients d'une entité qui n'est pas le CHU des cartes d'accès au parking, et donc les identifier dans un annuaire. Donc on voit bien qu'il y a une diversité extraordinaire de la quantité d'individus ou d'objets, ça peut être aussi des objets, qui vont se trouver dans ce méta-annuaire. Donc ça, c'est la première particularité du monde hospitalier. Et la deuxième particularité, mais ça, je pense que les produits Vidian l'adressent bien, c'est les 2 cas particuliers d'usage que sont le fast user switching, c'est-à-dire le changement rapide de contexte utilisateur sur un poste de travail, et l'itinérance de session, c'est-à-dire le fait qu'un praticien se promène, si j'ose dire, dans un couloir et passe de PC en PC avec sa carte en retrouvant son contexte d'utilisation avec ses logiciels lancés à un instant T sans avoir à relancer une session et à relancer un logiciel. Donc le fuse et l'itinérance de session sont 2 particularités extrêmes du monde de la santé que Evidan d'ailleurs a dû développer parce que ce n'était pas dans ses produits à l'origine.
Donc vous avez dû le développer et puis très bien, quoi. Bon, voilà. Donc c'est vraiment les deux grosses particularités du monde de la santé. Ce que j'ai expliqué, de la même manière qu'on a développé des solutions qui sont dédiées aux salles de trading, parce qu'un trader ne fonctionne pas comme, je dirais, un médecin, et à la limite, on a d'autres types de fonctions qui sont offertes. Alors on est conscient qu'effectivement, un CHU travaille avec différentes entités juridiques. En fait, sa couverture dépasse le cadre des employés. Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que les fonctions de l'IAM par les process d'intégration d'identités de divers annuaires peuvent y répondre. Est-ce qu'au sein même d'un organisme, un hôpital, on peut retrouver des particularités différentes entre les différentes populations, c'est-à-dire qu'on soit dans les urgences, j'imagine, hein, et quelles vont être ces réponses? Je crois qu'il y a une particularité complémentaire qui est les services d'urgence, ou globalement les prestations d'urgence. La priorité dans l'hôpital, c'est pas d'assurer la confidentialité des données, c'est de soigner les patients. Et en aucun cas, une solution technique, soit-elle d'authentification, ne doit porter préjudice aux patients. Ça, c'est une exigence qu'on a dans les services de soins qui est impérative. Donc soit on a des systèmes qui tournent, qui fonctionnent dans tous les cas possibles et imaginables, soit on a des solutions de secours qui permettent de permettre au personnel soignant de continuer à travailler. Alors, c'est surtout vrai dans les urgences, où je ne sais pas si vous avez déjà été dans des urgences, je ne vous le souhaite pas, mais allez-y une fois pour voir. C'est un travail de dingue. Et franchement, les problèmes d'authentification, les problèmes d'accès aux données, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution qui répondent aux attentes des professionnels en urgence. Surtout pas les cartes à connecter, etc. Il faut qu'on trouve des systèmes, soit des systèmes sans contact, soit éventuellement pas d'authentification du tout. C'est moi qui donne une idée. Mais surtout un contrôle a posteriori de tout ce qui est fait. Parce qu'en plus, quand vous avez des médecins qui viennent faire une garde aux urgences, qui sont des médecins de l'hôpital, quand ils viennent aux urgences, ils n'ont pas du tout les mêmes droits. Et donc on a ce qu'on appelle ça y est, j'ai oublié le terme, le brise-glace, pour lui donner à ce médecin tous les droits qu'il peut avoir sur tous les... Donc les urgences, c'est quelque chose, de mon avis, très particulier. Je ne suis pas certain qu'on ait aujourd'hui toutes les solutions techniques pour y répondre. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on parlait pratiquement de gestion par les risques, et comme le risque majeur est plus le traitement en urgence et le patient, est-ce que ça veut dire qu'on va lâcher un peu de la sécurité à certains endroits, ou moins de contrôle, pour favoriser le traitement, du style recevoir quelqu'un dans le bloc urgence, lui donner des droits rapidement, avec peut-être des comptes, parce que Dominique a parlé des comptes génériques qu'il faut, mais peut-être que certains comptes qui existent et qu'il faut déléguer d'urgence sous un... Enfin, il y a des mécanismes qui peuvent exister quand même dans l'IAM qui permettent, on a discuté tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'on peut un peu mettre ça en priorité par rapport à moindre de sécurité? Il faut surtout s'assurer que ces mécanismes sont très faciles d'utilisation, ne génèrent pas de temps trop important. Bien sûr. Parce que si vous avez un problème au niveau des urgences, ce que vous allez attendre, c'est d'abord d'être pris en charge. C'est pas qu'on sauvegarde vos données, c'est être pris en charge. Quand vous retournez après dans le service de soins et que là vous savez que votre dossier patient commence à se constituer, là vous êtes un peu plus vigilant sur le fait que vos données ne se retrouvent pas sur Internet. Mais si vous êtes ramassé sur la voie publique, ce que je souhaite à personne, ce que vous voulez d'abord, c'est que le médecin il vous soigne. Voilà. Donc c'est des choses qu'on doit prendre en compte, et c'est effectivement un problème d'analyse de risque système d'information par rapport à la risque de santé. C'est pour ça que tout à l'heure je disais la mallette de garde, c'est une solution, parce que c'est aujourd'hui une des solutions qu'on a trouvées justement pour répondre en urgence à des gens qu'on n'a pas pu enregistrer au préalable, etc. Bon, je ne sais pas si c'est satisfaisant, très satisfaisant, mais aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux pour le moment. S'il y a des bonnes idées. Juste pour assurer des gardes de direction, je pense que c'est pas le bon vecteur. Vous ne pouvez pas demander à une équipe administrative de rentrer dans ce genre de pratique. Non, ils ont juste à donner la carte et enregistrer qu'ils l'ont remise. Elle est pré-enrôlée, etc. Donc,
Bon, il suffit que la carte ait passé une date d'expiration, parce qu'on ne va pas tous Ouais. les jours voir dans la valise de garde. Il faut voir ce que c'est qu'une valise de garde. La valise de garde à l'EPSM, c'est un sac de voyage qui fait 30 kilos, où il y a énormément de protocoles, tout est protocolisé. Alors, il y a des clés pour ouvrir des coffres, des machins, si vous y remettez des cartes. Mais c'est un constat, hein, donc voilà. On l'avait essayé de le faire pour des histoires de badgeage, pour pouvoir avoir accès à du présentéisme. Donc on avait donné des cartes, puis en fin de compte, il s'avérait que comme c'est très peu utilisé. Juste 3 particularités que je vois moi dans les hôpitaux, un peu pour répondre à Dominique, elle a bien montré, c'est le dimensionnement de la gouvernance. On voit que c'est compliqué. En fin de compte, on voit que c'est un projet transverse, on l'a vu. Vous mettez un petit coup de DIM, vous mettez un petit coup de qualité, vous mettez un petit peu de DRH, et tout ce beau monde-là intervient un peu comme si c'était une pièce de théâtre. Et faut faire attention à ça. Nous, on a commencé très tôt, puis à un moment donné, on a perdu en chemin dans la pièce de théâtre de la gouvernance. Donc on a été obligé de la recréer, parce que les organisations bougent, et que souvent, DRH, ces process-là sont très personnes dépendantes. Et à un moment donné, la personne elle est partie ailleurs et puis votre process il reste en suspens. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'on s'est lancé dans la modélisation des autorisations. Et là, on est rentré sur un chantier, donc on a voulu factoriser en fin de compte des droits d'accès à des utilisateurs. Et puis donc on a intégré ce fameux concept de rôle. Et puis on s'est aperçu que les droits d'accès basés sur des rôles ou des organisations, on arrivait à une combinatoire énorme. Énorme. C'est-à-dire qu'on a 40 rôles métiers dans l'établissement. Hein, donc c'est la nomenclature qu'on trouve dans la fonction publique. Hein, ce n'est pas le grade, hein, c'est le fameux métier. Hein, et on a une organisation à peu près de 200 unités fonctionnelles et géographiques. Donc vous imaginez toutes les combinatoires qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous devez trouver l'infirmier qui relève de la clinique machin, l'aide-soignant pareil, et en plus il y a souvent un héritage par hiérarchique où votre structure dépend souvent de pôles. C'est-à-dire que vous arrivez comme ça, dans un établissement hospitalier, on peut donner des droits au niveau des pôles. Et là, on arrive effectivement à une combinatoire. Alors, on travaille avec vos structures pour essayer de ramener un peu d'ergonomie là-dessus. Et là, c'est vraiment quelque chose que je pense que vous n'avez pas pu trouver dans des modèles d'organisation autres que les centres hospitaliers. Alors peut-être que ça existe, hein, je ne connais pas. Donc Non, mais je confirme que la problématique des rôles, un des premiers problèmes des rôles, c'est que ça peut proliférer très rapidement. D'accord ? Ouais. Alors, les outils d'IAM, pour la plupart, sont basés sur ce qu'on appelle le Role-Based Access Control, qui est vieux comme tout, hein, le RBAC, sans parler de jargon trop technique. Les solutions d'Evidian ont déjà tenu compte de ça en essayant de minimiser le nombre de rôles et en le déclinant par organisation. C'est-à-dire que vous avez un seul rôle et après ça se combine sur l'organisation. Maintenant, ce n'est pas tout aussi simple. Pas tout aussi simple, je le conçois. Et ça reste, je ne sais pas si c'est particulier au domaine hospitalier, parce que on a par exemple dans le domaine bancaire des cas où c'était incroyable. Je veux dire, pour une banque pour 20 000 personnes, on me parlait de 80 000 rôles, de 90 000. Et là, ce n'est pas le produit forcément. Déjà dans la réflexion même du métier, que les RH eux-mêmes, parce que quand on parle de métier et de gestion de rôle, c'est des termes qui existaient dans les ressources humaines bien avant l'IAM, qu'eux-mêmes ont du mal à avoir. Je veux dire, nous, on a l'expérience même pour notre propre entreprise. Quand moi, j'ai des personnes et que j'essaie de classer dans les catalogues métiers, c'est toujours, on voit un peu le bazar que ça peut y être. Dans les établissements, souvent, les gens ne sont pas classés avec le code métier, mais avec le code grade. Donc déjà, il y a un premier travail de... Ah non, c'est pas pareil. Le grade, par exemple... parallèle, j'ai dit pas pareil. Vous pouvez être agent hospitalier, et puis à un moment, vous êtes reclassé en cuisine, etc. Et vous êtes toujours agent hospitalier. Alors, vous ne faites pas le travail d'un agent hospitalier, mais vous êtes travailler à la cuisine. Et ça, le code métier, c'est déjà un premier travail de leur faire saisir des codes métiers. Parce que souvent, il y a le code grade pour la paye, en fait. Je pense qu'il y a aussi un autre problème, et on peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment faire toutes ces matrices d'habilitation. Parce que de plus en plus, nos problèmes d'accès ne sont pas liés à un métier dans une structure, elles sont liées à qui prend en charge un patient. Et le vrai problème, si on veut vraiment gérer les contrôles d'accès sur les dossiers patients, je ne parle pas des autres applications, je parle des informations patients, on doit les gérer sur les personnes qui prennent en charge un patient à un instant T.
Aujourd'hui, on n'a pas les solutions pour ça. Et les matrices d'habilitation qui sont extrêmement complexes ne répondent pas à ça. Donc, Juste une précision, Luc, c'était quand je parle sur un contexte technique, c'est-à-dire Cédric parlait des annuaires techniques, c'est-à-dire des annuaires de type Active Directory qui, eux, contiennent ce qu'on appelle des OU, là, des units organisation, ont besoin de connaître et le métier et l'organisation, et les coupes, mais souvent métier et organisation, pour pouvoir justement donner des autorisations sur l'infrastructure, ou sur des problématiques de messagerie, ou sur des listes de distribution. Et là, on a réussi à ce travail de modélisation, à amener par workflow à approvisionner d'une façon aval ces annuaires techniques. Alors c'est vrai que tu as tout à fait raison, je pense que c'est peut-être même une hérésie d'aller essayer de provisionner des applications métiers. Alors, il faut quand même replacer le débat à son juste milieu. Ce n'est pas le problème des produits Evidian. Si l'hôpital est incapable de produire une matrice d'habilitation propre, ça ne va pas être la faute d'Evidian si on n'arrive pas à approvisionner les applicatifs. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'expérience du CHU de Nantes, c'est que nous, on est en train d'abandonner les matrices d'habilitation d'accès au dossier du patient parce qu'on n'y arrive plus, tout simplement. On n'arrive plus à avoir une matrice d'habilitation qui tienne la route plus d'un mois. Tous les mois, on nous sort du chapeau un cas d'exception, d'un nouveau métier qui apparaît, de gens qui sortent des clous, et on finit par ne plus y arriver. Donc on est en train de travailler sur la suppression complète des matrices d'habilitation, c'est-à-dire c'est open bar. Dans le dossier patient, tout le monde aura accès à tout. Par contre, tout sera tracé et on exploitera les traces. Voilà. Quand tu dis tout le monde, c'est le personnel soignant. Je fais bien référence aux médecins et au personnel soignant, évidemment. Cédric Carto, RSSI, n'aura jamais accès aux données du patient, évidemment. On a bien dit que la priorité, c'est pour sauver le malade. Hein. C'est pas... Mais bon. Juste un petit point. Effectivement, quand je parlais de gestion des habilitations, quand je parlais de matrice par rapport à la solution d'Evidian, quand on constitue les matrices, effectivement, on regarde le métier, on regarde l'EUF. Alors, on a la problématique des médecins de garde, eux qui peuvent être potentiellement affectés sur tout l'établissement. Et on affecte une application, c'est-à-dire la personne a accès au dossier patient. Par contre, on ne va pas dans les droits fins de l'application, parce que ça, c'est vraiment à l'application de le gérer. Du style, telle personne a le droit de prescrire, ou uniquement de consulter. Et ça, si on veut mettre ça dans l'outil, là, je vous rejoins tout à fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut arriver à se dire, il faut accepter de faire des paliers, de se dire, on va au moins jusque-là, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Donc, déjà, on a automatisé le processus jusqu'à un certain niveau. On n'est pas allé jusqu'au droit fin dans l'application elle-même, mais ça, c'est vraiment à laisser à faire par l'application. Alors, même ça, on a du mal, hein. La fonction publique hospitalière a inventé un truc génial qui s'appelle les faisans fonction. Donc tous ceux qui se sont coltinés à ce type de problème, je vois que Luc rigole. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas le grade, mais qui en assument quand même la fonction en attendant leur nomination. Donc ça, par exemple, si on décide que seuls les cadres ont accès, par exemple, à l'application de gestion de ressources humaines, eh bien les faisans fonction cadres, qui n'ont pas le grade de cadre, mais qui pourtant en assument la fonction, c'est bien le sens de l'expression faisant fonction, eh bien il va falloir les traiter de manière particulière. Au CHU de Nantes, ça représente plusieurs centaines de personnes. Il y a les faisant fonction non officielles, parce qu'il y a les habitudes qui ont été prises, hein. Par exemple de donner à la secrétaire les entrées d'information du PMSI, alors que normalement c'est réservé aux médecins. Pour revenir sur un truc comme ça... Mais je vous confirme, bref, grâce à Evidian, les gens comme moi et comme Luc et tous les collègues autour de la table, nous avons du travail pour 10 ans, puisque le temps de remettre à plat tous les process RH des hôpitaux, le temps de réfléchir sur les matrices d'habilitation, sachez que, en principe, même en reculant l'âge de la retraite, on aura tous du boulot jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Mais Cédric, je vais te rassurer, il y a 10 ans, j'avais dit on a du boulot pour 10 ans. Mais en fait, on y est, donc j'en reprends pour 10 ans. On est entièrement d'accord sur cette complexité, mais si on dit alors quel est le bénéfice de mettre un projet d'IAM, est-ce que résumé en disant c'est en train de vous aider finalement à accompagner, parce que quand je vous entends de dire j'ouvre à tout le monde et je trace, c'est vrai que ça me paraît une solution pour répondre à l'urgence, mais est-ce qu'à un moment donné, l'outil ne va pas vous permettre d'entrer dans un cercle vertueux de détecter petit à petit les rôles, les habilitations, les process? Alors, c'est quoi le bénéfice alors de mon point de vue, un projet IAM n'a pas à rentrer dans un modèle d'habilitation fin dans les applications. Ça, c'est sûr. Qu'il aille jusqu'à dire que quand on est cadre administratif, on n'a pas accès au dossier patient, alors que quand on est cadre soignant, on y a accès. Donc c'est du mode tout ou rien sur un applicatif. Pour moi, c'est le vrai rôle d'un projet IAM. Mais aller jusqu'au droit fin dans l'applicatif métier,
personne ne le fait. Je veux dire, quand on interroge les gens qu'on croise aux assises de la sécurité, par exemple, quand on interroge les clients potentiels et quand on dit qui c'est qui va jusqu'au provisioning de droit à fin dans les applicatifs, on trouve personne qui le fait. Par contre, c'est ce qu'on a dit avant, c'est effectivement l'attribution d'une boîte aux lettres, d'un compte AD, d'un compte dans les principaux applicatifs métiers. Déjà, ça fait gagner un temps fou et aux équipes qui fabriquent ces habilitations et aux gens sur le terrain qui sont recrutés et qui n'attendent pas d'avoir leur login et leur password pendant 3 semaines. Non, mais je vous confirme. D'abord, c'est ce qu'on appelle du domaine de l'entitlement management, de définir les droits fins. Des produits ont existé, je dis bien ont existé, ont été pour certains voués à l'échec parce que derrière, l'organisation ne suivait pas. Ce qu'on recommande par contre, c'est d'avoir à détecter des groupes d'habilitation pour pouvoir faire justement ce qu'on appelle la ségrégation. Alors, je prends le domaine bancaire comme exemple, mais à vous de me donner d'autres exemples chez vous. Un Jérôme Carviel qui avait accès au back-office et au front-office en même temps, effectivement, il faut le détecter parce qu'il fait l'opération et il la couvre. Donc, et ça, aujourd'hui, dans beaucoup de réglementations, dans d'autres domaines que l'environnement hospitalier, IPA, je ne sais pas, mais probablement, il y a cette obligation de s'assurer qu'il n'y a pas accès en même temps à 2 rôles incompatibles. Voilà. On n'a pas ça dans les hôpitaux. J'ai pas d'exemple. Non plus, je vois pas d'exemple. Non. Mais je pense que dans les hôpitaux, tout le monde fait de la gestion d'identité d'une façon peut-être très diffuse, etc. Il faut voir d'où on est parti. On est parti, on avait des dizaines de milliers de comptes génériques. Déjà, le fait de mettre un nom, un prénom et un métier ou un code grade, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée. Le fait que derrière on puisse tracer, c'est ça qu'on nous demande en fait. Mmh. Maintenant, on essaye d'industrialiser parce que on n'a pas non plus des ressources humaines dimensionnées. Donc, on essaye d'aller dans l'automatisation des process. Le premier projet IAM que j'ai conduit en toute modestie, c'était quand j'étais au CHU de Rennes. Alors, ça va en faire sourire certains. On avait tout simplement connecté la gestion des ressources humaines avec l'annuaire Active Directory. Donc, en gros, toute personne qui quittait l'établissement, son compte AD était supprimé à J+1. Et évidemment, avant d'appuyer sur le bouton, on a fait un état des lieux de ce qu'on allait avoir le jour où on allait appuyer sur le bouton. Et on avait pris toutes les précautions possibles et imaginables, on avait prévenu les services, etc. Et évidemment, le jour où on appuie sur le bouton, on s'est retrouvé sur à peu près 8000 agents avec une centaine de comptes Active Directory qui correspondent à des gens qui avaient quitté l'établissement depuis, pour certains, plusieurs années et dont le login était toujours utilisé tous les jours. Alors on a trouvé dans le lot des gens qui avaient pris le poste de leur prédécesseur et qui ne savaient pas qu'ils avaient un login et un password. Qui répondaient très bien, ok, on a réglé la question. Et on a trouvé des cas mais complètement hallucinants, du genre la secrétaire d'un service qui était partie à la retraite le vendredi soir, qui le lundi matin avait été recrutée par le médecin, par son association LO 1901, mis à disposition sans que la DRH soit au courant dans le même service. Et la secrétaire en question, depuis plusieurs années, continuait à donner des ordres à ses collègues dans le service alors qu'elle n'était plus salariée de l'hôpital. Voilà le genre de cas qu'on a détecté. Je voudrais reprendre un point sur... on ne peut pas faire les droits fins dans les systèmes automatiques. Ça n'empêche que dans le processus d'organisation, il faut savoir qui attribue les droits fins et selon quelle procédure. Très bien. Procédure soit tracée. Et ça, c'est la limite de l'outil. Donc on sait qu'il y a beaucoup de bénéfices finalement pour un projet d'IAM. En tout cas, on plaide pour avoir 10 ans de travail devant nous, hein, comme Cédric l'a dit. Si je dois mettre en perspective le futur, j'ai utilisé d'une manière avec un zèle le mot gestion du consentement. En dehors de la France, c'est quelque chose qui nous revient en termes de demande en nous disant est-ce que finalement l'identité du patient quand il rentre dans l'hôpital ne doit pas être intégrée à cette gestion. Est-ce que c'est quand même, ça vous semble futuriste? J'aurais d'autres axes pour le futur de l'IAM, mais est-ce que ça vous semble futuriste? Est-ce que ça vous semble loin de nos préoccupations dans les hôpitaux français d'avoir une gestion de consentement où l'identité du patient finalement rentre aussi dans le système? Alors là, ils vont encore plus loin dans le droit de l'accès à tout le monde à l'information. Mais quel est votre avis sur ça? Et où on en est dans la gestion de consentement? J'ai pas compris la question, je suis désolé. Le consentement du patient. Le consentement du patient pour accéder à son dossier. Aujourd'hui, il y a des obligations dans certains pays. Il faut que le patient... On l'a aussi, hein, c'est dans la loi HPST. En papier, voilà, tout à fait. C'est dans la loi HPST. Sauf qu'aujourd'hui, nos applications ne permettent pas, ce que je disais tout à l'heure, l'accès aux données médicales, c'est avec la prise en charge. Donc il faudrait savoir qui prend en charge le patient à un instant T, ça peut être un grand nombre de personnes,
et que le patient est accepté. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'applications qui gèrent le consentement du patient dans les Moi, j'en connais pas, non. Je sais que c'est obligatoire. une obligation, mais on n'a pas d'application. Voilà, le patient doit dire. Au début, il pouvait dire, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Il pouvait dire, je veux pas qu'un tel médecin ait accès à mon dossier. Alors, vous imaginez la complexité après pour gérer. Maintenant, je ne sais plus professionnel par professionnel, c'est à une équipe qui donnerait son consentement. Mais je ne sais pas comment on le recueille aujourd'hui de manière informatisée. Ouais, surtout que dans le dossier, il va y avoir l'imagerie, il va y avoir les rapports. Et le fait de cocher la case, j'accepte que ce soit en électronique, publié, disponible la sur le net, etc. La loi du 4 mars 2002, puisque c'est de ça dont on parle, fait référence au fait que d'abord, contrairement à la médecine libérale, le patient n'a pas affaire à un médecin dans un hôpital, il a affaire à une équipe, premièrement. Deuxièmement, certains logiciels implémentent le consentement du patient, mais ce sont essentiellement des logiciels qui traitent de pathologies de réseau, puisque ces pathologies de réseau, par définition, elles ne sont pas hébergées dans l'établissement qui traite la pathologie, mais elles sont hébergées soit dans un S2IH, soit dans un GCS, soit dans le CHU local. Et là, on traite de patients qui ne sont pas forcément traités dans le CHU lui-même ou dans le S2IH, par définition. Donc là, effectivement, les applications de réseau, la plupart du temps, implémentent le consentement explicite du patient et ça nécessite en fait un recueil à l'admission du patient par une feuille signée. La plupart du temps, dans les dossiers patients informatisés, le recueil du patient est considéré comme implicite, c'est précisé dans la charte d'accueil du patient et le patient doit explicitement manifester son non-consentement dans certains cas et dans des pathologies très particulières qui relèvent de l'hospitalisation sous X, donc les IVG, la lutte contre la toxicologie, la toxicomanie et j'en passe, il y a des réglementations là-dessus. Là par contre c'est très particulier, on peut, si le patient le désire, il peut se faire hospitaliser sous X. Voilà. Donc c'est un sujet qui est très complexe. Pour moi on n'est pas dans le champ de l'IAM on n'a pas ça pour le moment. Alors dans la partie future, on discutait aussi, surtout c'est dans le cadre des groupements informatiques, sur l'IAM et le cloud. Enfin le cloud en général c'est certainement une problématique, mais comment vous voyez la partie identité comme un service pour les organismes, Luc ? Sur l'avenir, je pense qu'on parle de plus en plus de la gestion du parcours de soins du patient, depuis la ville, l'hôpital, le retour à domicile, la ville, etc. Et on n'est plus hospitalo-centré, et on va devoir travailler à comment on va gérer le parcours de soins et comment on va assurer que toutes ces données sont transmises aux personnes qui en ont besoin. Et comment on va gérer toute cette sécurité des données. C'est un beau projet. C'est les 10 ans d'après, ça. 10 ans, ça me suffisait. Ouais, je me donnais une perspective plus lointaine. Ça fait 20 ans de boulot quand même. Alors, c'est quand même pas mal. Hein. Je serai à 3 ans de la retraite, on va quand même pas cracher dans la soupe. Je crois que c'est des problématiques, ces cadres d'interopérabilité entre les différents SIH. C'est des sujets très, très complexes. Hein. On commence à voir des éditeurs qui proposent effectivement de reconnaître 2 identités patients de 2 établissements. Typiquement, le PSM a ses plateaux techniques à l'hôpital de Vannes. Donc tous les examens sont faits, ou les examens de biologie, d'imagerie sont faits donc, sur le CH de Vannes. Donc depuis très peu, on envoie, je dirais, nos flux patients avec nos identifiants patients dans le système d'information de l'hôpital voisin. Et c'est très récent. C'est déjà donc il ne faut pas attendre 20 ans. Ouais. Alors si on regarde des régions en Europe qui sont beaucoup plus avancées que nous, par exemple l'Écosse ou la région de Barcelone, en fait, les systèmes d'information sortent des établissements pour rejoindre des plateformes de type régional. Et les identités des patients ne sont plus gérées par établissement, mais elles sont gérées au niveau d'une plateforme régionale. Donc toute la Catalogne, par exemple, a une gestion unifiée des identités des patients. Et de la même manière, je pense que le sens de l'histoire, c'est que les identités des gens qui s'authentifient sur ces systèmes d'information, à terme, rejoindront des plateformes régionales. Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'après avoir tué les CRIH depuis à peu près une vingtaine d'années, on va les voir renaître sous une forme ou sous une autre. On en discutait avec Luc en aparté tout à l'heure, mais clairement, on va revoir apparaître, je pense que c'est le sens de l'histoire, hein, des plateformes régionales qui mutualisent un certain nombre de moyens, alors soit de nature infrastructure, soit de nature applicative. Ça, c'est encore les 10 prochaines années, ça. Bon, je pense que je regardais l'heure et j'essayais de respecter un timing pour que ce ne soit pas non plus trop long pour tout le monde. Est-ce que ça évoque des questions dans la salle ? Est-ce que
Est-ce qu'on peut en avoir une question? Allez, une question. Pour revenir sur le dernier point qui était évoqué, est-ce que le DMP ne pourrait pas être justement un précurseur de ce serveur régional? Vous voulez la réponse politiquement correcte ou vous voulez mon avis? Mon avis, c'est qu'aucun pays dans le monde n'a monté un DMP à un échelon de 60 millions d'habitants. Aucun. L'Écosse, la Catalogne, les pays nordiques ont tous monté un DMP à un échelon de 5-6 millions d'habitants. On n'arrive pas à gérer une population au niveau d'un territoire comme la France. Personne ne l'a fait ailleurs. Je ne vois pas comment on va y arriver nous-mêmes. Donc pour moi, la granularité de travail, c'est la région au sens région administrative du terme. La Loire-Atlantique, le Nord-Pas-de-Calais, ce genre de choses. Mais au niveau d'un territoire, je pense qu'on n'y arrivera pas. Dans le DMP, il y a bien sûr tout le dossier dans sa complétude, qui est effectivement très ou trop ambitieuse, mais il y a juste l'aspect identité qui pourrait servir. Alors ça c'est l'INSA ou l'INSB, je les confonds toujours. Ce sujet traîne en France depuis 1978, qui est la date de la création de la CNIL, puisque si vous reprenez la presse de l'époque, la CNIL a été créée au moment où il y avait un projet qui s'appelait Safari, et qui visait à identifier tous les Français au regard du système de santé. Depuis 1978, il y a un veto des pouvoirs publics sur la création d'un identifiant national unique pour la partie santé. Alors ce qui a été fait il y a 2-3 ans de ça, mais déployer un INSA au niveau d'une population de 60 millions d'habitants, il faudra plus de 10 ans pour ça. Donc c'est long, c'est très très long. Il a fallu plus de 10 ans pour déployer des cartes vitales. Il faudra plus de 10 ans pour déployer des cartes de l'INSA. Il faut quand même savoir que le DMP, puisque vous prenez cet exemple, quand on regarde le rythme de déploiement du DMP, il est inférieur aux naissances en France. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de naissances aujourd'hui en France, il va nous falloir pas loin d'un millénaire pour arriver à déployer le DMP sur le territoire national. Donc là, il y a un problème d'échelle. Mais c'est clair que les aspects régaliens dans la gestion d'identité vont être omniprésents. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, la carte d'identité numérique, etc., aussi de notre côté traîne. Et entre autres parce que des services de cette nature-là qui peuvent être utilisés dans le domaine de la santé, mais dans d'autres, ont besoin que sur l'aspect régalien, ça avance. Et effectivement, on a heureusement aussi de notre côté, on protège un certain nombre de valeurs et il faut que tout le monde soit d'accord avant que ça avance. Voilà. D'autres questions pour... Comme tout à l'heure, avec le verre à la main, c'est peut-être plus facile de poser la question. Moi, j'avais une dernière question. C'est en fait de mesurer la satisfaction des utilisateurs, parce qu'en fait, on met en place des systèmes de contrôle d'accès, de cartes, gestion des identités, mais quid de l'utilisateur? Quel est le gain? Est-ce que vous pouvez le mesurer en fait? Est-ce que vous avez on va dire des campagnes de satisfaction qui vous disent surtout n'abandonnez pas la solution Evidian? Je traduis un petit peu la question de Ghislain. Nous, dans les services qu'on a déployés, le fait est que si jamais on dit aux utilisateurs qu'on va leur retirer leur carte et qu'ils vont devoir retourner aux 6 à 12 login passwords qu'ils avaient avant, rien que ça, c'est plus possible. Quand on interroge des entreprises de quelque nature de l'industrie ou du domaine privé ou public qui ont déployé des systèmes de cartes, en dehors du temps d'appréhension du système et par les utilisateurs, parce que c'est quand même un gros changement, les gens vous disent on ne pourrait plus revenir en arrière, ne serait-ce que pour ça. Donc je ne sais pas si c'est une réponse à votre question. Quelque part, si, tu es obligé de dire oui. Ce qu'on peut dire, c'est que souvent, le nouvel arrivant nous demande régulièrement où on est la production de sa carte. Donc ça veut dire que le fait qu'il arrive dans un service doté de cartes et le fait qu'il est un petit peu, je dirais, pas déviant au sens, mais il a d'avoir en fin de compte sa panoplie, c'est-à-dire ses SSO ou il a son login mot de passe, mais ce qui l'importe, c'est d'avoir son SSO et son média d'authentification assez rapidement. Donc ça, c'est nouveau, effectivement, le fait que les gens viennent demander, appellent régulièrement pour savoir, en fin de compte, où en sont leurs commandes de cartes. Sinon,
C'est les déploiements qui peuvent être faits, qui peuvent donner de la satisfaction. Le fait qu'on déploie régulièrement, sinon les process seraient arrêtés. En hospitalier, c'est souvent ça. Soit le système y perdure, soit qu'il est arrêté et remisé sur une étagère. C'est comme pour le malade. S'il ne crie pas, c'est que c'est bon. Ça. Dès qu'il crie, il faut s'alerter. Ou très mauvais, au contraire. Très mauvais. D'autres questions? Bon, moi je sais que Cédric, je vais faire une chose parce que pour 2 raisons. D'abord, parce que Cédric va être shy, va être timide, et deuxièmement parce que j'ai toujours rêvé de le faire comme si j'étais sur un plateau télé, en vrai. donc Cédric. Je peux t'appeler Bernard Pivot là pendant 2 minutes. Donc Cédric a déjà publié un premier livre que j'ai lu bien sûr en entier, mais clairement en le parcourant j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes de son expérience. On voit qu'il a fait des recherches sur le sujet. D'abord, il s'est attaqué à la sécurité du système d'information des établissements de santé. Pour l'instant, il n'a pas élargi à plus. Il a aussi 10 ans devant lui. Et puis, il vient de me dire, là, il a sorti un guide pratique du système d'information. Mais alors là, ce n'est pas établissement de santé. Ça veut dire que c'est... Non, la cible, c'est les directeurs nuls. Donc, il y a un marché énorme en France, d'accord. Voilà, c'est pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui prennent la direction d'une DSI. Donc, il y en a beaucoup quand même. Donc, voilà, la cible, c'est ça. Pas ici, non. Dans les hôpitaux, oui. Voilà. Est-ce que d'autres questions sinon, encore une fois, c'est dans un cadre que... Stéphanie, tu peux peut-être nous expliquer si on a terminé avec. Voilà. Déjà, je voudrais vous remercier. Déjà. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous.